Bonsoir à toutes et à tous. Donc, il est 19h30. Je déclare ouverte la séance du conseil municipal du 2 février 2022. Alors, c'est un conseil municipal qui a été rajouté de dernière minute puisqu'on a pu finaliser des dossiers mi-janvier. Et c'est des dossiers importants puisqu'il fallait les passer le plus tôt possible. Donc, je n'ai pas voulu attendre le 22 février, qui sera aussi un conseil municipal qui sera chargé, puisqu'il va y avoir le débat d'orientation budgétaire, plus de la présentation du PADD. Donc voilà, je vais passer à l'appel nominal des conseillers pour la vérification du quorum. Gérard Dubois, donc présent. Michel Bonan. Catherine Rioux. Bertrand Vallat. Valérie Tissot. Christophe Lallemand. Brigitte Chancrin. Hubert Malmened absent, donc procuration à Brigitte Chancrin. Roger Loua. Jacques Manvy. Martine Degout. Louis Marat. Élise Fayolle. Pascal Cellier. Pascal Olagnier. Joël Pozon. Christine D'Angelo. Audrey Moulin. Arnaud Buchon. Alexandre Badet, donc absent. Procuration à Michel Bonan. Mathilde Magdinier. William Ingrao, Valentine Knapp, Jean-Pierre Bruyère, Jocelyne Roche, Gilles Berset, absent, donc procuration à Jean-Pierre Bruyère, Sylvie Denalo, Dominique Deschandons et Magali Rousset. Adoption du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2021. Est-ce qu'il y avait des observations sur le procès-verbal de la séance précédente ? S'il n'y a pas d'observation, je vous remercie. Le procès-verbal est approuvé. La désignation du secrétaire de séance, donc Valentine Knapp, si tu veux. Bien, merci. L'ordre du jour. Donc, premier dossier, personnel territorial. Donc, c'est la durée annuelle du travail et organisation des temps. Le deuxième dossier, c'est une participation financière aux dépenses de fonctionnement de l'association intercommunale pour l'enseignement musical. Donc, c'est une signature de convention annuelle d'objectifs année 2022. Le troisième dossier, c'est les frais d'enlèvement et nettoyage d'éjection canine, jet de mégots, crachats ou autres déchets. Et le quatrième dossier, c'est protection fonctionnelle au bénéfice de Monsieur le maire. Donc, nous allons prendre le premier dossier, donc le personnel territorial, la durée annuelle de travail et organisation des temps. Donc, présentation par Michel Bonan. Oui, bonsoir à toutes et tous. Vous avez dû prendre connaissance de cette délibération. Quelques rappels. La loi de 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures qui étaient maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures en janvier 2022 au plus tard. Donc c'est ce qui nous amène à présenter ces délibérations ce soir. Nous avons eu, il y a en début janvier, un avis favorable à l'unanimité du comité technique en date du 13 janvier 2022. Le dialogue social demandé par la loi a donc été engagé en début juin 2021 avec les organisations syndicales représentatives au sein de la collectivité de Vauches. Il a porté sur les principes généraux d'organisation des temps, modalités de mise en œuvre des 1607 heures au sein de la collectivité, ainsi que sur les régimes obligatoires ouverts aux agents concernés par des suggestions particulières. Considérant que la loi permet de maintenir une durée de travail moindre pour des régimes de travail établis pour tenir compte des suggestions spécifiques auxquelles sont soumis certains agents publics, donc ce sont essentiellement des travaux pénibles, soit par le transport d'objets plutôt lourds et avec des actions répétitives, ça peut être le bruit, ça peut être les horaires de travail également.
Les discussions ont pu aboutir aux dispositions générales que je vais évoquer avec vous. Et pour tout dire, j'en ai fini peut-être de lire la délibération que vous avez sous les yeux. Je préfère tenter de vous résumer un petit peu ce qui a été décidé avec les organisations syndicales au terme de cette réunion qui ont débuté début juin. Ce sont des réunions, c'est important de le préciser pour nous tous, je pense, qui sont passées dans un climat très apaisé, serein, avec des gens responsables, je le souligne, parce que c'est important pour nous que d'avoir des membres CT, CHSCT qui défendent leurs intérêts, c'est vrai, mais qui sont capables d'entendre un discours. Voilà, tous ces échanges nous ont donc permis d'aboutir à des décisions que je vais vous présenter et qui seront soumis à notre vote. Alors, pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé, il y a une loi que je viens d'évoquer qui oblige, dans les collectivités, les agents à travailler 1607 heures. Ça concerne exclusivement les agents qui sont à temps complet ou temps partiel. Si on a des contrats non complets, ils ne sont pas concernés. Il y en a très peu sur la commune. Voilà. Ça veut dire quoi au sein de notre collectivité? C'est différent d'une commune à l'autre. Ça veut dire qu'il y a la suppression des jours du maire, qui pourraient être donnés dans certaines communes. En ce qui nous concerne, il s'agit de 2 jours qui étaient donnés par le maire sur la commune. Ils sont donc supprimés par la loi. Une journée de solidarité, c'était le lundi de Pentecôte, qui est également supprimé par la loi. On en est donc, si vous me suivez, à 3 jours qui étaient jusqu'alors non travaillés, qui seront travaillés par les agents. Vient s'ajouter à cette loi le fait que les jours d'ancienneté sont supprimés. Au sein de la collectivité de Vauches, on peut acquérir un jour d'ancienneté au terme de 10 ans d'exercice au sein de la collectivité. Un premier jour. Et au terme de 20 ans d'exercice dans la collectivité, un deuxième jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des situations par agent qui font que certains agents, au final, perdent 3 jours ou vont devoir travailler 3 jours. D'autres qui avaient un jour d'ancienneté perdent 4 jours. D'autres qui avaient 2 jours d'ancienneté perdent 5 jours. Doivent travailler dans ces conditions-là. Au terme des échanges et des négociations que nous avons eues avec les organisations syndicales, nous avons convenu des éléments suivants que je vais vous présenter de manière synthétique, que vous retrouvez au travers des différents articles qui sont énoncés dans la délibération. Mais je l'avoue, parfois ça peut être un peu complexe de s'y retrouver pour arriver à la décision finale qui a été décidée et proposée au Conseil ce soir. Alors, dans ce cadre-là, nous sommes tombés sur un accord nous avons eu un accord des organisations syndicales sur les éléments suivants. Les agents de la commune, si vous voulez, on va les diviser en 2 strates. Une première strate d'agents qui peuvent être considérés de par la loi comme effectuant des travaux, entre guillemets, pénibles. Donc on est sur la pénibilité. J'ai évoqué tout à l'heure le bruit, les mouvements répétitifs, le poids des choses qu'on peut soulever, les horaires, etc. Tout ça, évidemment, je le précise, on l'a vérifié au sein de notre commune pour savoir si on était bien dans l'esprit de cette loi et de ces types d'activités. Sont concernés par la première mesure qui est prise dans ce cadre-là, 81 agents, c'est la majorité des agents de la commune. Ça concerne essentiellement le centre technique, les ATSEM, donc les personnes qui réalisent le ménage dans les différents locaux de la commune, la restauration, le pôle enfant-jeunesse, le sport avec l'ensemble des gardiens, la police municipale, tous les collaborateurs et collaboratrices qui travaillent dans le cadre de la propreté hygiène des bâtiments et l'escale. Voilà les services
qui effectuent aujourd'hui des types d'activités pouvant relever de la pénibilité. Alors, sur la décision qui a été prise et qui est proposée ce soir, par rapport à cela, la négociation a prévu quoi? Je vais vous rappeler très rapidement, au 31/12/2021, quelle était la situation de ces agents. Je le rappelle, ils avaient 2 jours extralégaux, ce sont les jours du maire, 1 jour de solidarité non travaillé, et éventuellement 1 jour d'ancienneté, voire 2 jours d'ancienneté. À compter du 1er février 2022, du fait de la pénibilité, ces agents peuvent prétendre à 2 jours de repos compensateur au titre de la pénibilité des conditions de travail. Pour être clair, et en quelque sorte, ça permet d'annuler les 2 jours du maire. Le jour de solidarité est dû par l'agent, c'est-à-dire que ce jour, qui n'était pas travaillé jusque-là, sera travaillé. Je précise que pour l'autre strate qu'on évoquera tout à l'heure, c'est la même chose. C'est pour tout le monde pareil au sein de la commune. Le lundi de Pentecôte, pour ne pas le citer, sera travaillé au sein de la commune. Ça veut dire que ça rentre dans les jours de travail, je dirais, classiques. Et si une personne voulait ce jour-là précisément être en congé, il posera 1 jour de RTT ou 1 jour de congé. Donc à compter du 1er février, 2 jours de repos compensateur pour la pénibilité. Le jour de solidarité est travaillé. Les jours d'ancienneté sont supprimés. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Pour autant, nous avons convenu d'une augmentation du régime indemnitaire correspondant à, éventuellement, selon les cas de figure, si vous me suivez, des agents qui ont 1 ou 2 jours, à payer ce jour-là. Donc à payer ce jour-là, sur l'année, réparti mensuellement sur le régime indemnitaire. J'y viendrai tout à l'heure parce que toutes ces décisions qui vous sont proposées ont évidemment des impacts, autant financiers que d'organisation. Mais sur ce jour-là, nous avons convenu, là aussi, de les payer de manière forfaitaire en fonction des métiers. Vous savez que les métiers au sein de la collectivité, ils sont répartis par catégorie. La plus élevée, c'est la catégorie A, catégorie B et catégorie C. Pour votre information, nous avons convenu pour la catégorie A, selon une grille qui nous est proposée, c'est pas nous qui avons discuté ou arrêté ce chiffre-là, c'est proposé au sein de par la réglementation au sein de la collectivité. Pour les catégories A, si on fait la moyenne des salaires aujourd'hui de cette catégorie, c'est 194 €. Pour les catégories B, 127 €. Pour les catégories C, 97 €. Ça veut dire que ces montants-là, si vous m'avez suivi, pour pallier au fait que ces jours ne sont plus accessibles, c'est-à-dire en termes d'ancienneté, etc., ils seront payés. Et ils sont payés sur cette base. C'est-à-dire que ce montant-là sera réparti sur 12 mois avec le salaire mensuel, etc. Et sur le régime indemnitaire. Est-ce que j'ai été clair jusque-là? Une première stat, les agents à pénibilité, 2 jours acquis par la pénibilité, le jour de Pentecôte travaillé, la rémunération des jours d'ancienneté qui seraient perdus. Ça ne veut pas dire qu'il y a un jour d'ancienneté qui est donné, c'est une rémunération calée là-dessus, c'est-à-dire 1 jour payé, 2 jours payés. Ça concernait les 81 premiers agents dans ce cadre-là. Deuxième strate d'agents sont, de manière générale, c'est 34 agents, sont de manière générale des collaborateurs et collaboratrices qui travaillent dans les services administratifs, donc tout ce qui est administratif, ici au sein on va dire de la mairie, physiquement, la bibliothèque et la maison du parc. Donc ils sont dans le même cas de figure, 2 jours du maire supprimés, 1 jour de solidarité non travaillé jusqu'au 31 décembre, et les 2 jours d'ancienneté éventuellement. À compter, pour cette strate-là, à compter du 1er février 2022, vous l'aurez compris, on n'est pas sur l'aspect jour de pénibilité. Donc les 2 jours extralégaux qui ont été supprimés, donc les journées du maire, seront eux aussi lissés sur l'année et indemnisés selon les bases que j'ai évoquées tout à l'heure. Rappelez-vous, catégorie A,
B et C avec les montants que j'ai donnés. Et il y a une répartition sur l'année en termes de salaire. Le jour de solidarité, le lundi de Pentecôte, est travaillé, à l'instar de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, avec possibilité de prendre un jour de congé éventuellement si les agents le souhaitent, ou de RTT. Les jours d'ancienneté sont supprimés. En revanche, le régime indemnitaire est valorisé sur les 10 ans, 20 ans, comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va ici maintenir le fait que les agents n'auront pas un jour d'ancienneté de plus ou 20 jours de plus, 2 jours de plus au terme de 20 ans, mais plutôt on va rémunérer ces journées-là quand la personne va y avoir droit. Je reviendrai sur cet aspect des choses tout à l'heure. La base de tout ça, c'est de travailler 1607 heures. Or, nous avons, notamment pour le personnel administratif, des journées qui peuvent être de 35 heures, d'autres qui sont déjà à 36, peut-être certains sont à 37. On a également dans les négociations prévu une augmentation du temps de travail. Donc c'est le cas, hein, les services ont été informés et se sont organisés par rapport à ça, ou sont en train de s'organiser, mais normalement c'est terminé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui nous avions des personnes qui travaillaient 35 heures, il va falloir travailler plus, hein, du fait des 1607 heures. Ils vont passer à 36 heures ou 36 heures. Il est prévu dans la collectivité, pas que la nôtre, hein, c'est pour toutes, que quand quelqu'un passe de 35 à 36 heures, il va acquérir, ou générer plutôt, 6 jours de RTT. Si on passe de 36 à 37, vous allez générer 6 jours de plus de RTT. Est-ce que je suis clair jusque-là? Donc, pour cette strate-là, il y a effectivement les jours extra-légaux qui sont rémunérés, les jours d'ancienneté aussi, et le temps de travail qui va être modifié. C'est pour ça que tout à l'heure, j'évoquais le terme d'organisation. Il y a des impacts en termes d'organisation. Donc, c'est ce qui va se passer au sein de notre commune. Les services ont été informés. On a aussi convenu avec les organisations syndicales qu'ils avaient le libre arbitre qu'au niveau du service. C'est-à-dire que les collaborateurs n'ont pas eu le choix de dire « moi je fais 36 » ou « je fais 37 ». Vous le comprendrez, hein, c'est pour une organisation beaucoup plus simple. Donc chaque service, après échange, a choisi en fait son 36 heures ou son 37 heures. La mise en place de ces 1611 heures va donc rentrer en vigueur en février 2022, de manière très opérationnelle, suivant le vote qu'on va effectuer ce soir. Ça sera à partir de la semaine prochaine. Les services, on a un peu de décalage par rapport à la loi, il faut être clair. C'était prévu au 1er janvier. On a eu des négociations qui ont je l'ai évoqué tout à l'heure, peut-être duré, 7 réunions sur cette thématique-là. Et donc, on mettra en place, vraisemblablement, suivant le vote, l'organisation à compter de la semaine prochaine. En sachant, et pour que vous ayez toute l'information, Monsieur le maire a accordé que les jours de RTT qui pourraient se générer par changement d'horaire, vous avez compris, certains vont passer à 36 heures, vont gagner 6 jours de RTT, ça comptera réellement à partir du 1er janvier. Ça, c'est la première chose. Là, c'est tout. Il n'y en aura pas deux sur ce point-là. Voilà. D'autres précisions également, avant évidemment de vous laisser la parole et avoir vos remarques et vos questions. Je parlais d'impact, on vient d'évoquer l'impact sur le côté de l'organisation. Il y a un impact financier évidemment, puisque j'ai évoqué le paiement de ces différentes journées. Alors, en ce qui concerne les agents qui sont dans des activités concernées par la pénibilité, les 80 et quelques qu'on a vus tout à l'heure, si on paye en fait les jours d'ancienneté, sur ces agents-là, ça représente un budget annuel de 3 340 € chargés.
En gros, il faut compter 25% de chargement, c'est-à-dire avec impôt. Concernant les services administratifs, il y en a moins, mais on est sur un nombre de jours payés plus important dans la mesure où il n'y a pas les deux disponibilités. Là, je commence à vous perdre, non? Bon. Donc là, en termes de coûts, chargé également sur une année, c'est 13 381 €. Ce qui veut dire que l'accord qu'on a négocié avec les organisations syndicales, et qui, je l'espère, sera voté tout à l'heure et accepté, représente un coût annuel de 16 721 €. Concernant les jours d'ancienneté, dans le cadre des négociations, je l'ai évoqué, nous avons des agents qui avaient des jours d'ancienneté, nous avons des agents aussi, et c'est le cas, qui auraient pu acquérir un jour d'ancienneté, parce que 10 ans de présence, pour certains dans les jours qui viennent, pour d'autres dans 6 mois, dans 1 an, et puis acquérir aussi, au terme de 20 ans, un deuxième jour. Nous avons convenu, alors ce ne sont pas des jours d'ancienneté, mais comme j'aurais dû toucher en 2024, en janvier, un jour d'ancienneté, ce jour-là, il me sera payé. Ça veut dire que j'aurai une augmentation de mon régime d'indemnitaire. Je suis en catégorie C. Je vais donc avoir une augmentation annuelle chargée de 97 €, répartie sur 12 mois, puisque en termes d'organisation, c'est plus simple au niveau de la paye et de la RH. Voilà en termes de coûts. Sur l'année 2022, si je résume, 16 721 € pour les deux strates. Et très précisément, sur les jours d'ancienneté qu'on continuerait à rémunérer, puisqu'ils devaient être acquis, en 2022, ça concerne 7 personnes, pour un coût total de 714,59 € chargés. Donc sur 2022, en gros, on va être à 17 500 € de coûts. En gros, sur l'année 2023, on est à 518 €. En 2024, on est à 300 €. En 2025, 812 €. Et en 2026, à 293 €. Pour être totalement transparent sur ce point-là également, au terme de la négociation, c'est donc un accord concernant les jours d'ancienneté qui a été pris et inscrit au compte-rendu du PV, du CT, CHSCT. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que une nouvelle gouvernance en 2026 pourrait très bien décider de supprimer cet accord-là. Ça sous-entend quoi? Une nouvelle discussion avec les syndicats au cours du comité technique et CHSCT. Bon, il s'appellera, on en reparlera plus tard autrement dans quelques temps, puisqu'il y aura la fusion des deux. Mais il faudra le rediscuter. Ah. Donc quand j'évoquais la somme tout à l'heure je crois que je l'ai évoqué, je ne sais plus. Oui, non, je ne l'ai pas évoqué. Sur la durée de notre mandat, c'est-à-dire jusqu'en 2026, ça représente 26 collaborateurs, j'ai un temps de parole peut-être, 26 collaborateurs sont concernés sur la durée de notre mandat et ça représentera un coût chargé de 2 632 €. Voilà. Écoutez, j'ai tenté de vous résumer un petit peu quel était l'impact de cette loi, comment que ça s'était passé. Et puis les impacts que ça peut avoir en termes d'organisation et de coûts financiers au niveau de la commune. Voilà, maintenant je vous laisse très volontiers la parole si vous avez des remarques, des questions, et je tenterai d'y répondre. Madame Roche. Bonsoir à tous.
Merci M. Bonan pour toutes ces explications. C'est vrai que le dialogue social, c'est quelque chose de très important, que ce soit en entreprise ou dans des collectivités. Moi, j'avais une question, c'est par rapport à la journée de solidarité. Parce que j'aurais voulu savoir s'il avait été évoqué le fait qu'un agent puisse effectuer une journée dans une association caritative pour les 7 heures donc, à devoir, comme cela se pratique dans certaines entreprises, et je pense que c'est quelque chose qui permet de promouvoir le bénévolat, puisqu'on parle souvent du manque de bénévoles. Alors très clairement non, ça n'a pas été évoqué dans le cadre de cette journée. Je rappelle juste qu'elle sera travaillée. Hein. Mais c'est vrai qu'on aurait pu, dans nos discussions, évoquer un point tel que celui-ci. Mais ça va, on l'a pas évoqué, et la décision est tout autre, puisque le jour est travaillé par tout le monde. Bonsoir. Pourriez-vous nous confirmer que le nombre de 4 agents pour la police municipale indiqué en page 6 est bien exact au 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur des dispositions de la délibération comme indiqué en page 8? Pour moi, oui. Pour l'instant, il y a 4 à la police municipale. Oui. Oui. Merci. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Ce que je proposerais, parce que je salue le travail de l'ARH, parce qu'elle m'a bien facilité la tâche, si on pouvait annexer au compte-rendu du Conseil les tableaux qui ont été fournis, d'ailleurs qui ont été diffusés au personnel, parce que c'est vrai que les décisions qui ont été prises et en termes d'organisation, c'est très clair. Voilà, je les en remercie. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, adopté à l'unanimité. Merci Michel. Eh bien moi, à mon tour, je voulais remercier Michel Bonan pour le travail effectué, avec bien évidemment tous les agents des services concernés des RH qui ont fait un remarquable boulot, et puis également les agents faisant partie du comité technique et les syndicats avec qui il y a eu vraiment une bonne entente, une bonne collaboration. Donc on a pu avancer. Bien évidemment, on sait que dans les négociations, c'est toujours compliqué, mais chacun a avancé ses pions. On a reculé ou avancé, mais on est satisfait puisqu'on est arrivé à un accord à l'unanimité pour justement arriver à ces 1607 heures qui nous sont imposées, comme l'a dit Michel, par la loi. Le deuxième dossier, ça concerne la participation financière aux dépenses de fonctionnement de l'association intercommunale pour l'enseignement musical. Bon, c'est la signature d'une convention annuelle d'objectifs pour l'année 2022. Je vais soumettre donc au conseil municipal donc la demande qui est formulée par l'association intercommunale, présidée par M. Gérard Larcher, sollicitant une participation de la commune aux frais de fonctionnement pour l'année 2022 pour les élèves fréquentant l'association. Je rappelle également donc à l'Assemblée que la commune de Vosges soutient depuis de nombreuses années l'activité exercée par l'association intercommunale pour l'enseignement musical, qu'elle considère comme un acteur majeur de la commune. Je voudrais rappeler également que l'association, donc l'AIEM, est une association d'enseignement musical, et tout comme le GEC, donc pour l'enseignement catholique, ces deux associations font l'objet de délibérations séparées et bénéficiant de subventions du département pour l'AIEM. Le coût moyen par élève est de 681,40 €. Les inscriptions 2021-2022, c'est 126 élèves, dont 61 Vauchois, 24 élèves des communes de CCFE. J'ai reçu également donc
Je vais vous faire part d'un courrier que j'ai reçu de l'école de musique, qui était adressé donc à Monsieur le maire. Suite à votre demande, donc, nous vous souhaitons vous apporter des éléments suivants concernant le prochain conseil municipal, au cours duquel sera abordé le dossier de la subvention de l'association intercommunale de l'enseignement musical, créée par des bénévoles depuis de nombreuses années. Cette association est devenue une école de plein exercice, ce qui a impliqué des investissements nombreux et une professionnalisation de l'enseignement. Notre école regroupe cette année près de 130 élèves, donc j'ai dit c'était 126 plus exactement. L'activité de l'école est essentiellement consacrée à l'apprentissage de la musique, formation musicale, instrumentale et orchestre. L'un de nos objectifs principaux est de former des musiciens afin qu'ils intègrent les 2 orchestres de l'école et ensuite les rangs de l'harmonie des Verriers de Vauche. Notre école est avant tout un lieu d'enseignement où l'on apprend, où on est évalué et conseillé. Les élèves prennent plaisir à jouer d'un instrument seul et en groupe lors de l'audition et de concerts publics. Notre programme pédagogique est celui demandé par le conseil départemental. Notre école est encadrée par 10 professeurs et un directeur, tous diplômés et rémunérés selon la valeur du point de la convention collective animation. Nous pouvons déjà vous indiquer que l'augmentation de celle-ci entraînera une charge supplémentaire de près de 2 000 € en 2022. Nous tenons à ce que cette formation soit proposée à l'ensemble de la population vauchoise et alentour dans un souci de vulgarisation, ne pénalisant personne, ce qui implique des cotisations attractives pour le plus grand nombre. Les élèves des communes voisines doivent acquitter une cotisation plus élevée, sachant que certains enseignements sont différents suivant les écoles, d'où une collaboration indispensable. En ce qui concerne la gestion, celle-ci, sous la responsabilité du trésorier, est confiée à un cabinet comptable qui est tenu d'appliquer les règles en vigueur. L'URSSAF assure les contrôles périodiques et ce rapport financier est présenté oralement et approuvé à chaque assemblée générale ainsi qu'au conseil départemental. D'autre part, la réglementation prévoit qu'une association loi 1901 peut mettre des bénéfices en réserve, autrement dit, elle peut les placer sur son compte bancaire en vue d'une utilisation ultérieure. Pour notre école, il existe un fonds de roulement nécessaire en cas de subvention en retard, comme ce fut le cas en 2021. Ce fonds sera nécessaire pour les départs en retraite, primes de fin de carrière. Plusieurs professeurs sont concernés. Enfin, pour ce qui concerne les subventions accordées par le conseil départemental et la mairie de Vauche, un dossier complet est transmis afin de justifier les demandes. Elles font l'objet d'un examen approfondi et nous tenons à souligner la rigueur des intervenants. Ce domaine de la culture est très important pour nous car il concourt au rayonnement de notre ville et à l'éducation musicale des enfants. Les différents concerts et interventions sont très appréciés par la population et la participation des élus du conseil municipal, dans leur très grande majorité, démontre l'attachement de tous à notre école. Je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, donc l'expression de ma considération distinguée. Voilà, donc ça a repris des questions qui avaient été formulées durant la semaine dernière. Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait d'autres questions j'ai pas vu. Oui. Est-ce qu'il y avait un micro? Oui, c'est bon. En date du conseil municipal du 28 juin 2021, nous avons formulé en séance plusieurs questions. Certaines d'entre elles sont restées à ce jour sans réponse, malgré votre engagement de nous apporter réponse après recherche. Pour mémoire, il s'agit de demandes d'éclairage sur le montant des frais bancaires, le montant des rémunérations des professeurs et le montant des honoraires comptables. Avez-vous des réponses à nous apporter afin que nous soyons en mesure d'analyser ce dossier en toute transparence? Après, encore une fois, on ne remet pas en doute le cabinet comptable, puisque c'est eux qui agissent pour le compte de l'association musicale. Donc, tous les chiffres sont certifiés et approuvés. Donc, après les imputations, comme vous le précisez, moi, les frais bancaires de 2 000 €, j'ai pas retrouvé de... Alors, service bancaire autre, 2 000 €, j'ai pas mieux de réponse à vous formuler de ce qui est écrit par rapport
au budget. Voilà, donc après il y avait des assurances 1 700 €. J'ai pas de réponse. Moi, s'il y a S'il vous plaît. Oui, concernant les frais bancaires, en fait, en 2019, pour un budget de 122 000, il y avait 828 € sur le bilan en frais bancaires. L'année d'après, on nous demande 1 500 € pour 132 000, et cette année, on nous demande 2 000 € pour 132 000. Ça nous posait question, donc je vois que vous n'avez pas la réponse. Peut-être, moi, je j'ai pas la réponse. Je peux pas vous dire et inventer une réponse. Je sais pas. Si vous le permettez, j'avais également une question. Nous avons repris le contenu de votre intervention vidéo, Monsieur le maire, lors du conseil du 28 juin, lors de laquelle vous nous précisiez pour 2022, je cite, « La dénomination de l'école sera à revoir car le terme intercommunal est inapproprié. Le mode de fonctionnement et le mode de calcul de la subvention seront retravaillés avec le président de l'école de musique, le trésorier ici présent, ainsi que vous-même, afin de repartir sur une nouvelle convention et un nouveau tarif. » Alors, sachez que nous sommes assez étonnés, puisque pour avoir comparé le texte de la convention 2021 avec celui qui nous est présenté aujourd'hui en 2022, il s'agit simplement d'un copier-coller. Tout à fait. Et que le montant de la subvention, il reste identique. Donc, est-ce que vous avez des informations à nous donner sur le sujet ? Et puis, pour terminer, vous avez parlé tout à l'heure que l'école de musique travaillait avec les communes de la CCFE. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager pour les exercices futurs de solliciter la CCFE pour participer, ne serait-ce que peut-être à moindre niveau, au niveau de l'école de musique, parce que c'est quand même pas normal que ce soit les Vauchois qui soient amenés à subventionner cette association, puisque lorsque l'on regarde notamment le pourcentage de cette somme par rapport à l'ensemble des subventions données aux associations culturelles de Vauche, on est quand même à 375% du montant total accordé à l'ensemble des associations culturelles. Donc, voilà, je pense qu'il doit y avoir quelque chose à faire au niveau du montant. On ne remet pas du tout en cause le fait qu'on participe pour cette école, et je trouve que c'est très bien, mais c'est vraiment le montant qui nous dérange. Alors, si vous avez bien écouté ce que j'ai pu dire en en-tête, c'est que, en fait, effectivement, lors du conseil, moi aussi, j'ai voulu avoir beaucoup plus d'explications. J'avais des explications partielles, puisque vous savez que je fais de la musique depuis de nombreuses années. J'étais moi-même professeur, mais j'étais à l'époque bénévole. Donc c'est bien un historique de cette école de musique, puisqu'en 1980, les gouvernements ont décidé de professionnaliser donc justement les écoles de musique. Et les bénévoles, eh bien évidemment, on a été remerciés de notre travail depuis de nombreuses années pour mettre en place des professeurs diplômés. Donc à partir de 1980, ça s'est passé comme ça. Et bien évidemment, les municipalités ont financé, mais il y a eu l'appui, et c'est ce que je ne savais pas, puisque moi aussi je me suis posé la question, puisqu'on est devenu AIEM, intercommunal des écoles de musique, mais en fait, avant il n'y avait pas d'intercommunalité, puisque les intercommunalités ont été créées en 1994. Donc à la CCPG, donc c'était la CCPG pour notre territoire, mais en fait, quand il parlait d'intercommunalité, le département a voulu aider justement les municipalités qui avaient des écoles de musique, alors qui étaient situées un peu partout, mais il n'y avait pas de territoire, parce qu'il y avait une école de musique à Andrézieux, il y avait une école de musique à Saint-Galmier, il y avait une école de musique à Saint-Éan, et ils ont voulu faire en sorte justement que des petites écoles de musique puissent intégrer des plus grosses. Donc c'est pour ça qu'on a parlé d'intercommunalité, c'était des intercommunes, c'était même pas l'intercommunalité qu'on connaît à aujourd'hui. C'est pour ça que ça a cette dénomination. Et pour toucher les subventions de l'État, du département, donc oui de l'État, il fallait que ces communes puissent se regrouper et accueillir des jeunes de toutes les villes aux alentours qui ne disposaient pas ou dont les écoles de musique ont fermé les portes, puisqu'il fallait professionnaliser ces écoles-là
Et il y en a qui ne pouvaient pas supporter les coûts. Des petites écoles, des communes ne pouvaient pas payer justement des associations qui, après, il fallait faire payer pour les professeurs. Donc c'est pour ça que cette dénomination, depuis 1980. À partir de 1994, effectivement, quand la CCPSG s'est créée, on aurait pu, enfin moi j'y étais pas, mais ils auraient pu, oui, se réunir et puis dire à ce moment-là, on prend les compétences, l'intercommunalité de CCPSG prend la compétence de l'enseignement musical, tout comme elle l'a fait pour l'enseignement scolaire. On est resté sur l'ancienne formule, en quelque sorte, les communes membres. Voilà, mais il n'y avait pas de participation de l'intercommunalité. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on en a discuté même hier en commission finance. Ça va être une des actions que je vais mener, moi, auprès de CCFE, puisqu'on a une école de musique également à Feur, il me semble, à Panissière et Balbini. Non, il n'y a pas Balbini. En tous les cas, on va essayer justement d'aller chercher de la subvention, de l'attribution supplémentaire pour nous aider, parce que, comme je l'ai dit, il y avait 16 personnes, 16 élèves qui font partie des communes aux alentours, aussi bien de Moron, Riva, mais qui font partie de CCFE. Donc c'est normal que CCFE participe un petit peu au financement mais pour l'instant, c'est pour ça que c'est un travail que je vais faire. Mais à aujourd'hui, on va attribuer, je vais proposer d'attribuer 42 000 euros qui correspond au coût de l'élève qui est donné par le conseil départemental à 681,40 euros, tout comme l'enseignement catholique, l'enseignement musical, ça fait partie de l'enseignement. J'avais 2 dernières questions et j'en aurais fini sur ce sujet. La première, c'est comment se fait-il qu'on n'a pas eu, comme les dernières fois, le bilan de l'année précédente, parce que ça nous aurait quand même pas mal éclairé par rapport à des questions qu'on se pose. Et puis, une question par rapport à la rédaction du budget de 2022. Vous nous dites qu'il y a un expert comptable, et comment se fait-il que le budget présenté a été rédigé manuellement? Et puis, enfin, peut-on savoir pourquoi ce soir on délibère pour 42 000 euros à affecter donc à l'école de musique, alors que le budget 2022 n'a pas été présenté ni voté, et que d'ailleurs par conséquent on ne demande pas ce soir à allouer des subventions aux associations et aux autres associations de la commune qui en ont très certainement besoin aussi. Alors les autres associations culturelles, sociales, solidaires et sportives, c'est des subventions qui sont votées généralement au courant juin, avril. Donc c'est des délibérations qu'on va passer. Ici, il faut savoir que celle-ci, on aurait dû la passer déjà depuis l'année passée, et parce que la convention, en fait, les anciennes conventions, elles avaient été votées pour une durée de 4 ans. Il me semble. Donc c'est pour ça que là, on revient à une convention sur une année avec reconduction l'année prochaine. Et j'espère avec des méthodes de calcul qui pourront être améliorées de par l'attribution de compensation de la communauté de communes de Forêt-Est. Si. Et le budget qui est remis par donc c'est la SAGEC Forez qui est les experts comptables remettent non pas un manuscrit, mais c'est des photocopies du bilan. Donc voilà, donc le budget est réalisé. Par contre, moi, c'est des copies que j'ai sur des anciens budgets avec les détails du compte de résultats. Comment ? Oui, c'est les comptes. Oui,
Bonsoir, Jean-Pierre bonsoir à Bruyère. tous. Simplement, à titre de complément, donc la subvention de 42 000 €, c'est vrai que l'année dernière, enfin personnellement, j'avais un peu tiqué sur le montant compte tenu de ce qui est versé aux autres associations. On ne va pas y revenir, ça a été dit ici. Ces 42 000 € sont reportés cette année. C'est-à-dire que c'est une subvention qui est forfaitaire, parce que j'ai cru comprendre qu'on disait que c'est une subvention par élève. Oui. Donc ça veut dire que cette année, il y a le même nombre d'élèves que l'an dernier. Il y avait moins d'élèves, sauf que les calculs sont différents. Alors, j'ai pas fait le calcul, mais je sais qu'on avait reçu, nous, les chiffres du département pour l'enseignement, en général pour l'enseignement catholique, puisqu'on est en train de travailler également sur la convention qu'on passera à l'EGEC, mais on n'a pas pu la passer aujourd'hui, puisqu'il me manque des informations pour justement ajuster les tarifs. Et c'est pour ça qu'on arrive, alors, si vous faites le calcul à 841,40 € multiplié par 100 alors c'est pas sur 126 élèves, puisqu'il faut penser que c'est des élèves vauchois et les élèves de la communauté de communes qui sont comptabilisés là-dedans, plus les élèves extérieurs, puisque le département lui fait pas de différence entre eux. Par contre, nous, on fait la différence, justement, entre les Vauchois, les extérieurs, mais qui font partie de la communauté de communes. Et comme je l'ai dit, en plus, les extérieurs payent des cotisations beaucoup plus chères que les élèves Vauchois. Je me retourne vers Louis, qui fait partie de l'association. Je pense que j'ai répondu exactement à la... Bien. Alors, c'est vrai que moi, quand j'avais fait le calcul, on tombe à 41 500 et quelques. Donc, voilà, c'est arrondi à 42 000. Pour revenir au sujet global, en termes d'intention, la majorité municipale a l'intention de maintenir ce volume de subventions, de pouvoir le baisser s'il y a des compensations. Enfin, quelle est la stratégie? Enfin, bon, voilà, si on a bien compris le mécanisme, bien évidemment, comme c'est un prix par élève, s'il y a des élèves en moins l'année prochaine, donc la subvention devrait baisser. S'il y en a en plus, elle devrait augmenter. Et nous, par rapport à ça, comme je vais travailler justement, je l'ai dit avec le CCFE, l'attribution va venir, mais sur un autre compte à nous, puisque nous, on va quand même verser, malgré tout, s'il y a 126 élèves l'année prochaine, on reversera à 42 000, à moins que le prix de l'élève, coût par élève, passe à 870 €. S'il y a une augmentation, j'en sais rien. Mais voilà, donc par contre, on va récupérer, nous, par un autre moyen, l'attribution de CCFE, de compensation. Donc, en fait, l'association, c'est neutre pour eux, mais pour la commune, au lieu de verser 42 000, eh ben, on fera 42 000 moins peut-être 6 000 ou 7 000 que pourrait nous verser la... Oui, Louis, je ne sais pas. Oui, bien entendu, moi je ne participerai pas au vote. C'est simplement une remarque d'ordre général. C'est le fait que l'école de musique est certes sous le feu des projecteurs, mais je veux dire que moi je n'oublie pas non plus toutes les associations, même la plus petite, dans lesquelles les bénévoles se dévouent. Il y a aussi le rayonnement de l'école, on peut s'en apercevoir au travers des différents concerts qui ont lieu. On peut s'apercevoir aussi des collaborations avec d'autres associations. Et le meilleur exemple qu'il puisse y avoir, c'est lorsque, je crois que c'est le marché de Noël, il y a eu un concert qui a été fait à l'église Saint-Pancras. Eh bien, pour une fois, l'église était pleine, alors que les églises sont... Donc ça veut dire que c'est un véritable besoin de la population, un véritable besoin de la population, et apprécié par toute la population. Alors, moi je pense que, et là je féliciterai le président tout simplement, parce que c'est une gestion en bon père de famille, lui qui est pleinement responsable de cette association, et qui prend quelques risques, parce que s'il y avait quelques soucis avec les professeurs qui sont salariés, il est bien évident qu'il sera amené, lui, à prendre un certain nombre de responsabilités. Donc moi j'apprécie la discussion qui a lieu ce soir, il fallait l'avoir. J'apprécie aussi le fait qu'on devra justifier chaque année
et non pas sur une subvention qui sera accordée pour des années et des années. Je pense que chaque année, on aura l'occasion de rencontrer les responsables, monsieur le maire et les adjoints chargés de ces dossiers, pour justifier de notre activité, tout simplement, parce que pour nous, l'argent public, c'est au service du public, et tout autant doit se justifier plus encore que peut-être auparavant. Donc, je remercie tous de leur contribution, et en tout cas, monsieur le maire et les adjoints. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions ? Donc, oui, moi aussi, je tiens à saluer bien évidemment tout le travail qui est fait par ces associations. Et c'est vrai que c'est des associations qui sont indispensables pour la ville. C'est un vrai rayonnement pour la commune de Vauches, tout comme les associations sportives, culturelles et solidaires. Et on a, nous, décidé, c'est pour ça qu'on a décidé de passer ces conventions sur une année au lieu de partir sur 4, puisque ça n'avait aucun sens. On peut demander aux associations, ben voilà, on va vous donner 42 000, et puis c'est fait pour 4 ans, et puis on n'en parle plus, ou pendant le mandat, pendant les 6 ans, j'aurais pu le faire, et puis voilà, on est parti, nous, sur le principe, mais que ce soit avec les sportifs, les culturels et autres, maintenant de faire vraiment un travail de fond, parce qu'on estime, oui, effectivement, il y a le nombre de licenciés pour certains, il y a le nombre d'adhérents qui compte pour d'autres, il y a aussi la participation aux manifestations ou aux événements que la ville propose. C'est bien beau d'avoir une association, de recevoir des subventions, mais il faut quand même un petit retour. Donc ce retour, il y a beaucoup d'associations qui jouent le jeu, donc c'est normal qu'elles aient des subventions en conséquence. Et il va peut-être se trouver, là au mois d'avril ou au mois de mai, je ne sais pas quand ils auront fait le travail, mais peut-être des changements pour certaines associations qui récupèrent de l'argent, mais sans avoir de retour pour la commune. Donc ça va changer. Et on va repartir sur des attributions qui seront conformes à ce qu'on devrait faire, nous, mairie, pour devenir en aide à ces associations qui nous aident. Donc voilà. Je vais passer au vote. Alors, je vous demande d'accorder donc à l'association un soutien financier d'un montant de 42 000 pour l'année 2022. D'accorder la contribution sous forme d'une subvention versée une fois en mai, suivant les conditions énumérées dans la convention ci-jointe. D'autoriser lui ou son représentant à signer la convention. Et puis d'inscrire l'imputation budgétaire au budget commun dépenses de fonctionnement à l'article 75-74. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 4, oui, parce qu'il y a Gilles Le Birset. Et merci. Votez à la majorité. Après, la troisième, donc c'est des frais d'enlèvement et nettoyage d'éjection canine, jet de mégots, crachats ou tout autre déchet. Donc, j'informe le conseil municipal que régulièrement les rues, parcs et aires de jeu de la commune sont souillées par les déjections canines non ramassées par les propriétaires d'animaux, détournant ainsi la destination originelle de ces lieux, balades, jeux, pique-niques, etc., au profit des chiens de propriétaires négligents. Il en est de même des personnes qui jettent leurs mégots de cigarettes ainsi que tout autre déchet sur la voie publique ou qui crachent sur le sol, dégradant ainsi la qualité environnementale de la commune et portant atteinte à la salubrité publique. Je fais part des plaintes répétées des nombreux concitoyens en mairie sur ces questions de déjection et des jets sur la voie publique. Je rappelle la démarche globale de lutte contre les incivilités menées par les élus et je propose donc au conseil municipal d'instaurer les frais de nettoyage à hauteur de 71 € par intervention pour les déjections canines, jets de mégots, crachats ou abandon de tout autre déchet sur la voie publique. Je précise que ces frais de nettoyage s'ajouteront à l'amende de police forfaitaire de 4e classe qui se chiffre à 135 € en l'espèce.
Le recouvrement des frais de nettoyage d'un montant de 71 € se fera par titre de recette et le remboursement sera imputé sur le compte 70 878. Voilà. Donc, je vous demande d'approuver la tarification, m'autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires permettant de mettre en place cette nouvelle tarification. Donc, ça concerne, puisque j'avais déjà signé un arrêté, effectivement, contre les déjections canines. Mais maintenant, on va aller beaucoup plus loin, puisqu'il va falloir que les propriétaires de chiens, entre autres, eh ben, quand on va les arrêter, parce qu'on va pouvoir maintenant les arrêter quand ils seront avec leurs chiens sur le trottoir, on va leur demander, bien évidemment, le port sur eux de sacs plastiques en cas de déjection de leurs animaux. S'ils n'ont pas ça, donc il y aura déjà 68 € d'amende. Puis s'en suivra, après, s'il y a une déjection qui est partie et qui parte justement plus loin, eh ben là, ça va être un rappel avec 71 € et on le facturera en plus 135 €. Donc, ils vont ramener le chien avec une bonne amende de 200 et quelques euros. Donc voilà, c'est insupportable et il va falloir que maintenant que les gens se plient aux règles, on a des panneaux, et ben il y a des caméras, on va les utiliser et on va essayer de rendre la ville beaucoup plus propre. Est-ce qu'il y avait des questions ? Une question pour savoir s'il ne peut pas y avoir, au préalable de la mise en œuvre de cette affaire-là, une espèce de communication un peu pédagogique, quoi, pour éviter que les propriétaires se fassent surprendre. Hein. Et ça me paraît... Et est-ce qu'on ne pourrait pas équiper, alors pas toute la ville, bien sûr, mais peut-être certains axes de quelques... Tout net. Enfin, ça existe, je crois. Peut-être ça, voilà. Tout à fait. Alors, les toutounettes existent hein, sur les endroits, comme tu dis, stratégiques, sauf que on a beau mettre des sacs plastiques, mais elles sont vite torpillées. Les gens récupèrent carrément des paquets entiers. Voilà. Après, on va dans des grandes surfaces, on peut en acheter. Ça coûte pas énormément cher, mais après, donc voilà. Après, c'est des incivilités que je ne veux plus voir sur la ville. Après, oui, bien évidemment, il y aura de la communication, bien que c'est déjà en place. Hein. Les gens, on a des panneaux. Bah oui, mais bon, ils font les déjections canines sous le panneau, donc c'est bien. Hein. Mais demain, je vais mettre des caméras. Et là, ça va être tout autre, puisqu'on pourra les verbaliser après. Simplement en visionnant les caméras. Mais quand même, notre police municipale, elle a pour mission, monsieur le maire en a parlé il y a quelque temps, sur l'aspect pédagogique, quoi. On ne va pas sanctionner tout de suite. On va redire une dernière fois à la personne, voilà, quoi. Ça a été décidé, éventuellement, on verra, et puis voilà, quoi. Donc c'est fini. Oui. Oui, je voulais rebondir justement sur l'intervention de M. Bonneau, puisque, en fait, la question qu'on se posait, c'est par rapport à la police municipale, ça va leur prendre quand même du temps, et on faisait un petit comparatif avec la commune de Feurs qui s'est dotée de 9 agents, alors qu'en termes d'habitants, c'est quasi comme Vauche, et on voudrait savoir pourquoi on ne peut pas arriver à atteindre un effectif un peu plus important en police municipale pour assurer une meilleure sécurité et une quiétude à tous les Vauchois. Alors, madame, moi, je vais vous répondre, mais si vous voulez faire un don à la commune, c'est bien volontiers. Feurs, c'est vrai que c'est la même strate que la ville de Vauche, avec, pour nous, 9086 habitants, et pour Feurs, ça doit être 8500 et quelques. Sauf que les subventions, le budget n'est pas la même. Il y a plusieurs milliers d'euros en plus. Donc, moi, je veux bien, mais c'est les finances qui nous dictent justement les orientations qu'on Parce a. que la ville de Vauche ne peut pas faire comme la ville de Feurs en termes de demande de subvention. C'est-à-dire
Je sais pas, vous me dites qu'ils ont des subventions par Eh ben, rapport à la ville de Vauches. Alors, le budget est beaucoup plus conséquent. Si je peux vous rappeler, rien qu'en attribution de compensation, la ville de Feurs touche 1,4 million de plus que la ville de Vauches. En termes de DGF et de dotation de solidarité rurale, ils touchent un petit peu plus que nous, puisque les dotations sont faites sur le nombre d'habitants, mais pas que. C'est aussi sur la superficie de la ville. La superficie de la ville de Feurs est 2 fois plus élevée que la ville de Vauches. Donc, ils touchent encore beaucoup plus de subventions. Et voilà, c'est tout un mécanisme. Il faut savoir que la ville de Feurs a très peu de frais de remboursement d'emprunt qui est pris sur du fonctionnement, alors que la ville de Vauches, eh ben, on a beaucoup plus d'emprunts que Feurs. Il y a encore une chose, c'est que la ville de Feurs a beaucoup plus de financement, en quelque sorte, de fonctionnement que la ville de Vauches. Parce qu'ils ont moins de gros équipements que nous, on a, des vrais équipements. Quand je parle d'équipements, de l'escale, de complexes sportifs, c'est des équipements que la ville de Feurs n'a pas. Donc, nous, on a tous des frais de fonctionnement. C'est un choix de gestion, en fait. Après, c'était un choix de gestion, certainement, mais c'est l'historique aussi qui veut ça. La ville de Feurs n'a pas des friches, comme nous, on a pu en acheter à tour de bras, à Épora, et puis maintenant, qui ne nous servent à rien. Donc, on a des déficits fonciers considérables sur la ville de Vauches que la ville de Feurs n'a pas. Voilà, malheureusement, c'est la réalité. Et moi, j'aimerais bien, comme vous, avoir 9 policiers municipaux, etc., etc. Donc, c'est pas un problème de faire un don ou un pas, c'est un problème de gestion, tout simplement. C'est le choix. C'était le choix à l'époque qui était faire peut-être des emprunts, tout un tas de choses pour la ville de Vauches. On subit. Oui. En tout état de cause, par rapport aux chiffres que vous évoquez, bon, il y a la police municipale, il y a les ASVT également, qui sont là aussi pour faire régner quelque part l'ordre au sein de la collectivité. Et vous savez très bien qu'on a eu des départs, qu'on est en reconstruction. Par rapport aux 4 que vous évoquez, en fait, nous, aujourd'hui, l'intention, et on l'a exprimé au travers de notre feuille de route, au niveau de notre majorité, c'était de mettre un accent tout particulier sur la sécurité. Il y a, c'est vrai, la présence de la police, des ASVT, etc. Donc, on va remonter au niveau où on était, puisqu'on était à un niveau de 6, monsieur le maire, si je ne me trompe pas. Et puis rappelez-vous aussi, il l'a évoqué, c'est qu'on peut mettre de la police municipale, on a fait le choix aussi de renforcer tout l'équipement vidéo pour permettre et d'assurer une surveillance, etc. Voilà. On avance en marchant, et la sécurité reste pour nous un objectif prioritaire. Oui. Oui, par rapport à ce que vous venez de dire, je me pose une question en fait. Du coup, la priorité va être donnée pour la police municipale et pour les ASVP de contrôler ce genre de problème-là plutôt que d'autres choses qu'ils faisaient auparavant, ou comment ça va fonctionner par rapport à ça? Non, pas du tout. Pour ce qui nous concerne, la décision qu'on vous propose ce soir, c'est pour marquer le coup aussi de dire il y a des règles, il y a des choses qui ne se font pas au sein de la commune. On l'a redit, on va recommuniquer à nouveau, on va expliquer les choses. Si ça se répète trop souvent, on va sanctionner. Bien évidemment, par rapport à votre question, nous, aujourd'hui, la police municipale et les ASVT, c'est pas leur fonction première. Ils devraient pas avoir à le faire si on réussit ce travail-là que de communiquer, et puis que les concitoyens prennent conscience, quoi. Franchement, j'ai un chien, moi. Il est à la maison, je ramasse ses déjections, quoi. Voilà, voilà. Et sinon, je rentre plus chez moi, quoi. Au bout d'un moment, c'est pareil dans la rue. Voilà. Et je pense
Ils ont d'autres missions que celle-ci. Ils protègent au quotidien nos écoles, ils interviennent sur des sinistres qui ont lieu sur la commune. Il y en a eu un encore la semaine dernière important. Voilà, ils sont là pour la circulation. C'est ça leur mission première. Ils sont auprès des écoles. Voilà quoi. Non, on va pas leur dire demain votre feuille de route pour la semaine qui va venir, vous allez contrôler tout ça et vous regardez que ça. Voilà, ils seront attentifs à ça, évidemment. Mais nous, on espère bien que nos concitoyens nous auront entendus, nous tous, et ben voilà quoi, achèteront leurs sachets, ramasseront les déjections, et pour ma part, je jetterai plus de mégots par terre. Voilà. Je pense que dans notre ville, il n'y a pas que des incivilités. Soyons optimistes sur les Vauchois tout de même. Mais je ferai le pendant avec ce qui a été fait dans la cité par rapport à la réorganisation de la circulation et la mise en place de places supplémentaires de parking. On s'aperçoit quand même que sur certaines rues, il y a plus de sécurité. On s'aperçoit aussi quand même, et je fréquente assidûment le marché, pour vous dire que les gens très rapidement se sont mis à respecter les places dessinées, etc. Donc c'est quand même positif. Il y a pas, bien sûr, il y a quelques personnes qui se plaignent un peu, mais globalement, dans la mesure où c'est organisé, les gens se plient à cette organisation et de façon positive, moi je pense. Très bien, merci. Il y avait Magali Roussac qui voulait. Oui, non, juste une petite remarque. Dans le texte, c'est jamais précisé les trottoirs. Peut-être les rajouter clairement. Voilà, juste ça. C'est tout. Pourquoi les trottoirs ? Parce que il n'y a pas que les rues, il n'y a pas que les parcs, il n'y a pas que les aires de jeu. Ça comprend tout, hein, les trottoirs, tout. Oui, mais c'est pas écrit clairement. C'est dans l'espace public. On le comprend, mais c'est pas écrit clairement. Voilà, c'est tout. Voilà. De toute façon, ils ne vont pas soulever leur chien quand ils vont passer d'un trottoir à un autre. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ? On va passer au vote, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il y a des gens contre qui s'abstiennent ? Merci, votez à l'unanimité. Le 4e dossier, le dernier, donc c'est la protection fonctionnelle au bénéfice du maire. Donc, si vous le permettez, je vais quitter la salle. C'est Michel Bonan qui va vous expliquer la délibération. Voilà, il s'agit donc d'une délibération concernant la protection fonctionnelle au bénéfice de Monsieur le maire, raison pour laquelle il a quitté la salle et ne prendra pas part au vote. Je vais la reprendre, la délibération, parce que c'est important. On a donc, vous l'avez vu, 2 personnes qui ont fait des demandes écrites formulées. La première, c'est un agent de la commune dans le cadre de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie en date du 14 octobre 2021. Donc le courrier, on a eu à cette date. Parallèlement, Monsieur le maire a également fait une demande en date du 24 janvier 2022 et par laquelle il sollicite l'octroi de la protection fonctionnelle par le conseil municipal de Auch. Donc c'est important, pardonnez-moi, mais je vais poursuivre la lecture du document que vous avez sous les yeux. La protection fonctionnelle est accordée par la ville à un élu qui, dans le cadre de ses fonctions, a subi des dommages résultant d'un accident du Code général des collectivités territoriales. Il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. C'est l'article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales, ou qui est victime de violences, menaces ou outrages dont il pourrait être victime à l'occasion ou du fait de ses fonctions. Là, c'est l'article 2123-35 du Code général des collectivités territoriales. L'élu qui souhaite bénéficier de la protection fonctionnelle de la collectivité doit obligatoirement saisir le conseil municipal afin que celui-ci s'exprime sur la nature des faits faisant l'objet de la demande et le caractère rattachable ou non à l'exercice des fonctions de l'élu auteur de la demande. Cette protection fonctionnelle accordée à un élu
oblige la collectivité à prendre en charge financièrement les dommages causés au demandeur ou à lui accorder une assistance juridique, la commune étant subrogée aux droits de la victime. La demande de protection fonctionnelle porte à la fois sur le dépôt éventuel d'une plainte, sur l'enquête, l'instruction et la procédure devant le tribunal correctionnel. C'est dans ce cadre-là, une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie, qu'un agent a mentionné que M. le maire lui aurait ordonné des tâches faisant fi parfois des lois et des règlements, faisant fi des missions quotidiennes que l'agent devait effectuer au détriment des Vauchois, faisant fi des conditions météorologiques, faisant fi des conditions de travail, aux surveillances constantes du premier magistrat, etc. Ces propos que je viens de mentionner sont susceptibles d'être qualifiés de diffamation publique envers une personne chargée d'un mandat public, infraction réprimée par les articles 29 alinéas 1 et 31 de la loi du 29 juillet 1981. Les propos en question se rattachant expressément à la fonction de maire qu'exerce M. Gérard Dubois et sont de nature à être qualifiés de diffamation ou d'outrage au sens de l'article 2131-35 du CGCT. Il vous est donc proposé de lui accorder cette protection fonctionnelle dans le cadre de toute procédure contentieuse à venir. Voilà, je souhaitais pratiquement lire la délibération parce que, vous comprendrez, d'abord c'est important pour l'élu qu'il est, puis pour nous tous, puisqu'on peut être éventuellement concerné. Je pense que c'est assez précis, tel que c'est rédigé, dans la mesure où on a effectivement un agent qui aujourd'hui laisse penser que les agissements du maire ont fait qu'il est tombé malade. Et dans ce sens-là, le maire demande la protection fonctionnelle. Et je vais vous donner la parole tout de suite. Et afin de se protéger aussi. Et puis il décidera lui-même, hein, c'est ses propres choix, d'une poursuite, de suite à donner à cette affaire ou pas. Monsieur Deschandons. Oui, merci. Nous constatons que Monsieur le maire est sorti, c'est très bien, c'est pas ce qu'il avait fait la dernière fois. Alors, ce dossier, nous avons du mal à le comprendre. Vous énumérez des griefs sans les relier à des faits précis et datés comme le prévoient les textes. Et en fin d'énumération, vous ajoutez même un « etc ». Vous évoquez des propos diffamatoires et on comprend qu'il doit y avoir un conflit avec un agent. Un conflit suffisamment grave pour que vous envisagiez une suite judiciaire en demandant la protection fonctionnelle. Il appartient au Conseil, je cite, de s'exprimer sur la nature des faits et sur le caractère rattachable à la fonction de maire. Pour nous faire un avis, nous avons besoin de précisions sur ces faits. À minima, la date, le lieu, les circonstances et dans quel service travaille cet agent. Vous faites référence dans votre présentation à une demande d'imputabilité au service de la maladie de cet agent. Vous indiquez au conditionnel que cet agent aurait mentionné une série d'accusations dont vous venez de nous donner un extrait. Ces propos ont-ils été reçus en direct par Monsieur le maire ou lui ont-ils été rapportés? Ou bien ont-ils été mentionnés dans le dossier de demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle? Dans ces deux derniers cas, par qui et comment avez-vous été averti? Vous comprenez? Je n'ai pas entendu vos derniers... J'ai dit, ces propos ont-ils été reçus en direct par Monsieur le maire ou lui ont-ils été rapportés? Ou bien ont-ils été mentionnés dans un dossier de demande de reconnaissance de maladie? Dans ces deux derniers cas, par qui et comment Monsieur le maire a été averti? Vous comprendrez qu'à la lecture de la délibération, on puisse se poser des questions sur la nature des éléments fondant votre demande. Il ne nous appartient pas, bien évidemment, de porter une quelconque appréciation sur cette suspicion de diffamation. C'est l'affaire de la justice, si elle est saisie.
Il s'agit simplement de comprendre la nature des faits incriminés pour accorder la protection fonctionnelle. De plus, ce conflit, un de plus, fait d'ailleurs suite à une série de départs de personnel de mairie pour des raisons similaires. Nous pouvons donner l'exemple de 2 autres courriers comportant des affirmations de même ton. Le premier est un mail d'un agent adressé à tous les élus municipaux que j'ai évoqué lors d'un précédent conseil. Le deuxième est une lettre que j'ai reçue à mon domicile par je ne sais quel miracle. Cette lettre est adressée à Monsieur le maire ainsi qu'aux élus majoritaires. Elle émane d'un de vos directeurs de service dont il convient évidemment de taire le nom ici et qui, comme d'autres, a quitté la mairie. Cette personne dénonce de très graves dysfonctionnements. Je cite et j'ouvre les guillemets. Désorganisation et non-respect de la chaîne hiérarchique. Absence de cohésion au sein de l'équipe municipale, ordre et contrôle à répétition. Manque total de respect du travail des agents. Bonne capacité à pointer du doigt le travail soi-disant médiocre, voire mauvais des agents ou leur supposée fainéantise. Et il y a encore d'autres points, mais je ferme les guillemets. Pourquoi vous ne déposez-vous pas plainte contre ces 2 personnes alors que vous le faites pour cet agent? Est-ce qu'il y aurait 2 poids, 2 mesures? En tant qu'élus municipaux, mais aussi en tant que simples citoyens, nous nous sentons évidemment concernés. Nous ne pouvons pas rester insensibles à la souffrance des agents qui s'expriment à travers ces courriers. De plus, une telle détérioration du climat social pourrait impacter lourdement le budget communal si les agents concernés décidaient de porter l'affaire devant la justice. Et ce sont toujours les Vauchois qui payent. Alors jusqu'à quand, monsieur le maire, monsieur l'adjoint, mesdames et messieurs les élus de la majorité, allez-vous fermer les yeux? Acceptez-vous de reconnaître à minima, devant ce Conseil, un dysfonctionnement très grave dans votre gestion du personnel? Et que comptez-vous faire? Si vous décidez de ne pas répondre à ma question, l'adage qui dit mot consens trouve ici tout son sens. Maintenant, je vous remercie de bien vouloir répondre à mes questions. Je vais répondre très rapidement. Vous prenez des raccourcis, monsieur Deschandons, sur tout. Il n'y a pas de plainte qui a été déposée, il n'y a rien. Pour le moment, on demande une protection de l'élu en question. Voilà. Je vous ai écouté, monsieur Deschandons. Donc j'ai dit que je ferais court, je vais faire très court. Je ne répondrai pas à toutes vos questions, parce que pour moi, c'est aussi des affirmations, je ne sais pas où vous prenez tout ça. Vous évoquez des... Non, mais... Attendez. Voilà. Vous évoquez des courriers. Il y a des gens qui sont partis de la commune, qui ont peut-être écrit, effectivement. Voilà. Vous remettez en cause notre mode d'organisation, notre gestion. Écoutez, jusqu'à présent... Non, mais attendez. Vous portez ça à la connaissance et vous faites l'amalgame de tout. Je vais répondre très simplement par rapport à ce qui est évoqué ici sur cette délibération. Il n'y a pas de plainte qui a été déposée nulle part. Vous avez évoqué un dossier, c'est peut-être pas vos propos exacts, pardonnez-moi, mais dossier médical. Oui, il y a un dossier médical en cours qui ne statue de rien pour l'instant. Du lien entre les supposés agissements du maire, dit par cette personne ou écrit par cette personne, et la maladie qu'a cette personne aujourd'hui. Donc il n'y a rien qui est statué là-dessus, de par, à ma connaissance, l'ordre médical qui doit trancher par rapport à ça. Voilà. Sauf qu'il y a eu quand même des déclarations et des écrits par cette personne qui font qu'à un moment donné, le maire se laissera le droit de saisir la justice en diffamation. C'est pas le cas aujourd'hui, hein. On demande la protection civile. Juridique, pardon. Voilà où on en est aujourd'hui sur ce cas-là. Mais il n'y a rien qui est avancé aujourd'hui. Une personne qui est en maladie, voilà, a priori, elle déclare que cette maladie provient des agissements que j'ai cités de monsieur le maire. Laissons avancer les choses, la justice se fera. Et là, aujourd'hui, le maire, effectivement, et j'en resterai là en ce qui concerne mes propos et les réponses à vos questions,
Là, aujourd'hui, on demande d'accorder au maire une protection de l'élu qu'il est, au regard de ce qui commence à être avancé sur ses agissements et le fait que ça peut porter préjudice à cette personne. Voilà. Et le dossier est en cours. Et moi, j'en dirai pas plus aujourd'hui. Mais vous faites un amalgame très très rapide d'un certain nombre d'éléments qui sont, qui font partie d'une collectivité, mais qui n'ont pas de lien. Ah si, c'est un lien très, très, très serré, très fort. Ça, quant à la lettre que j'ai reçue... Monsieur le docteur Deschandons, c'est vous qui faites ce diagnostic, voilà. Mais c'est pas mon diagnostic. Quant à la Quel lettre droit que de j'ai dire ce que reçue, vous pensez. quant à la lettre que j'ai reçue, c'est une copie qui a été adressée à Monsieur le maire. Je sais pas par quel miracle je l'ai eu dans ma boîte aux lettres. C'est une personne. Écoutez, si vous avez la réponse et qui a été l'initiateur de ce miracle, ça serait bien que vous nous le disiez. Eh ben, si je le savais, je Ça vous le serait dirais. bien. Eh oui, je sais pas. Voilà. Voilà, Monsieur Deschamps. Je vais prendre encore une question et je vous amène au vote ensuite. Madame Roche. Monsieur Marat, j'avais demandé la parole même avant Monsieur Deschandons, s'il vous plaît. Madame Roche, Je pense que vous aurez le temps de parler après. J'avais demandé la parole. Alors moi, je vais être beaucoup plus courte et sans reprendre tout ce que vient d'évoquer Monsieur Deschandons. Simplement vous dire que je ne sais pas si c'est la même personne, mais la lettre de la directrice de service, je l'ai également reçue dans ma boîte aux lettres et ma colistière également. Donc il y a certainement, je ne sais pas si c'est le facteur, mais je ne sais pas. Nous, notre question a été très simple. J'ai bien compris, Monsieur Bonan, que c'est dans le cas où. Mais vous nous demandez au profit du maire de délibérer sur une faute qui serait rattachable à sa fonction en employant le conditionnel et pour laquelle il envisage de déposer une plainte. C'est, si on lit bien la délibération. Moi, je maintiens qu'une protection quand on demande une protection fonctionnelle, juridiquement, ça concerne des faits concrets, précis, datés. Mais ça ne veut pas dire qu'on prend le 14 octobre tout un amalgame de choses qui ont été dites, parce que ces choses-là ne sont pas passées toutes le même jour, pas dans le même lieu, peut-être pas auprès de la même personne. Donc c'est ça ce qu'on appelle précis, concret, daté. Donc là, dans la délibération, c'est pas clair. Donc nous, on aimerait bien avoir une délibération où ce soit daté, précisé, etc. Parce que sinon, c'est trop facile. On fait un amalgame de tout, on fait une mixture et puis on demande. Parce que c'est très grave, hein, je veux dire, cette demande de protection juridique, elle n'est pas anodine. Hein. Donc voilà. Et nous, on ne voudrait pas justement que les Vauchois soient amenés à contribuer à des frais d'avocat pour peut-être des problèmes entre personnes. Voilà. C'est pas le cas. Quand vous demandez des choses datées, évidemment, les faits qui, par cette personne, sont reprochés dans l'exercice de ses fonctions à Monsieur le maire, ils ne sont pas passés sur une seule journée, c'est pas le même jour où il y a eu une condition climatique qui a fait que la condition de travail et que le maire était derrière, si je résume un peu ça, c'est une accumulation de faits. Et cette accumulation de faits a été précisément formulée par un agent en date du 14 octobre 2021. Après, il y a un contenu là-dessus. Je comprends pas. Écoutez, aujourd'hui, on en est là sur cette délibération. Il y a eu un écrit fait par cet agent qui stipule un certain nombre de faits. Cet agent-là dit que sa maladie professionnelle résulte des agissements du maire. C'est dans les mains aujourd'hui des médecins qui doivent statuer sur le lien ou non avec cette maladie, à ma connaissance, qui n'est pas établi à l'heure où on se parle. Je crois qu'elle est passée devant la commission. Madame. Non, pas encore. Je souhaite intervenir, Michel. Permets-moi 2 secondes. Voilà, donc il y a une date précise de courrier qui a été reçue, au-delà du maire qui, sur une autre date, demande la protection juridique.
Aujourd'hui, c'est en cours, mais comme c'était souligné par Martine, aujourd'hui, on va dire, c'est une présomption. On ne sait pas si ça a un lien réel avec ça. En tout état de cause, cette personne affirme que ça l'est. Peut-être qu'elle sera, entre guillemets, déboutée par les médecins et que ça n'aura rien à voir aujourd'hui avec la maladie, malheureusement, de cette personne. Aujourd'hui, très sincèrement, on vous demande à nouveau, et après vous l'exprimez par votre vote, de permettre à l'un des élus, je trouve que c'est le maire, de concerner quelqu'un d'autre demain, que de l'aider, de l'assister dans le cadre de cette protection. C'est tout. Et je crois c'est suffisamment précis et clair et qu'on n'a pas à faire des amalgames avec d'autres choses aujourd'hui. Voilà. Oui, Louis. Ouais, personnellement, moi, je suis un peu gêné par rapport au fait qu'on étale un peu les éventuelles dissensions ou les éventuels soucis qu'il y a à l'intérieur de la municipalité concernant certains agents. Moi, je pense que c'est du domaine de conflits particuliers, comme on a pu le connaître dans d'autres entreprises. Et effectivement, ces conflits particuliers n'ont pas, je dirais, à être étalés sur la place publique, parce que ça peut contribuer à plein d'interrogations de la population. Et on sait aussi que ces interrogations entraînent bien souvent des déformations. Alors moi, je voudrais revenir au fond des choses. Moi, je suis tout à fait d'accord pour assurer la protection fonctionnelle au bénéfice de Monsieur le maire pour une seule phrase. Ou qui est victime de violences, menaces ou outrages dont il pourrait être victime à l'occasion ou du fait de ses fonctions. Je vous rappelle quand même qu'on est dans une société où il y a de plus en plus d'élus qui sont agressés, pour lesquels on porte plainte, pour beaucoup de choses. La plainte existe. On est dans une société qui est devenue très juridique. Et à partir de là, il est important que les élus soient protégés, quel que soit le seul. Moi, c'est mon sujet. Je vais vous demander de le laisser s'exprimer. Vous avez eu la parole. Il a la parole. C'est un sujet parce que Madame Roche, vous voulez ramener ça à des problèmes de personnes en interne à la commune. Donc ça n'est pas normal en conseil municipal. Chacun a le droit à sa défense. Chacun a le droit de parler comme il le souhaite. Mais à l'intérieur du conseil municipal, ça fait déjà plusieurs fois que ça se passe, où y compris on cite des noms. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Simplement, il y a des conflits qui relèvent du domaine interne. Le reste, pour moi, relève plus d'une forme d'interprétation. Voilà ce que je voulais dire. Madame Desgouttes. Oui, moi je voudrais juste rajouter que chacun sait bien que quand il y a un changement de municipalité, notamment au niveau des chefs de service, il y a quelquefois des désaccords sur le fonctionnement et sur les attentes que l'on a des uns et des autres, et que quelquefois ces désaccords ne trouvent pas de solution en interne, et que certains chefs de service sont amenés à quitter la fonction qu'ils occupent pour une autre collectivité territoriale ou autre. C'est absolument classique chaque fois qu'il y a un changement de direction au niveau d'une municipalité. Voilà. Il y a eu des conflits qui ont pu être réglés en interne, d'autres non. En général, ça se passe pour des gens qui ont des postes importants et qui effectivement ne trouvent pas d'accord avec la nouvelle collectivité. C'est classique, on ne peut plus classique. Voilà. Merci pour toutes les interventions de la part de tous. Je vais donc maintenant vous proposer de passer au vote. Qui est contre? 2. Qui s'abstient? 2. Je vous remercie. Adopté à la majorité. Je vais demander, Christophe, si tu peux rappeler Monsieur le maire. Voilà, vous informez, Monsieur le maire, que cette délibération a été adoptée à la majorité avec 2 contre, 2 abstentions. Merci. L'ordre du jour est épuisé. Je vais lever la séance du conseil municipal. Il y aura la signature des registres, si vous le voulez bien.
Et puis le prochain conseil municipal, c'est le 22, il me semble, 22 février, où il y aura le débat d'orientation budgétaire et puis le projet de révision du PLU avec la présentation du PADD. Donc voilà, merci, bonne soirée à tous.